Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Répondre à l'enjeu du siècle, la décarbonation, c'est le thème de ce Batitalk. Quelques données d'abord pour poser le débat. Le bâtiment représente 43% de la consommation d'énergie et génère 23% des émissions de gaz à effet de serre. Décarboner est donc un enjeu majeur pour le secteur, mais aussi pour la France, si elle veut respecter l'accord de Paris et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Nous allons échanger ce matin avec plusieurs acteurs qui sont engagés ou étudient cette décarbonation. On va commencer par regarder de plus près deux solutions, l'économie circulaire et la data. Et je vous demande d'accueillir nos deux premiers invités, Johanna Ferrière et Florent Martin. Bonjour à vous deux. Florent Martin, vous êtes chef du bureau Innovation Data IA chez Ecolab, le laboratoire d'innovation du Commissariat général au développement durable. Et Johanna Ferrière, vous êtes directrice et fondatrice de Syneo, nouvelle filiale de Bouygues Construction dédiée au marché du réemploi des matériaux du bâtiment. On commence avec vous, Johanna. L'économie circulaire vise à réutiliser ou recycler ce qui a déjà été produit. Une excellente façon finalement de décarboner l'acte de construction. C'est ce qui a motivé d'ailleurs la création de Syneo. Comment est né ce projet et à quels besoins répond-il ? Merci déjà de m'avoir invité. Je suis ravie d'être avec vous. Je n'ai pas beaucoup de voix, mais j'espère que vous m'entendrez. Donc Syneo, c'est né il y a 3 ans sur l'idée que tous les jours, on voyait autour de nous des chantiers qui gâchaient des ressources au travers de déconstruction et puis des centaines de projets qui intègrent des matériaux qui viennent de très loin et on a perdu un peu ce bon sens de réutiliser en local ce qui existait autour de nous. Donc l'idée, elle est simple, elle est de faire en sorte qu'il y ait davantage de matériaux de réemploi sur le marché et pour ça, Syneo accompagne tous les acteurs qui se lancent à faire de l'économie circulaire, qu'ils soient reconditionneurs, qu'ils soient architectes, qu'ils soient maîtres d'ouvrage, tous ceux qui ont envie de faire bouger les lignes. Alors, tous les acteurs, mais si on devait citer quelques entreprises qui font appel à vous et pour quelles raisons finalement se tournent-elles vers vous ? Alors aujourd'hui, on a 70 membres au sein de notre communauté Syneo, puisque c'est une grande famille qui se serre les coudes. Ces acteurs-là, vous les retrouvez sur notre stand en H107. Vous pouvez les voir avec leurs matériaux. On peut citer Textiflore, on peut citer Sofradi, on peut citer Mobius, on peut citer Comec. Tous ces acteurs, ils font partie à la fois de l'économie classique, ils existaient déjà, et ils ont pris le virage de développer des gammes circulaires et de faire appel à Syneo pour les accompagner sur ce nouveau chemin. Quel est l'impact sur le chantier de construction quand une entreprise utilise finalement vos produits ou font appel à cette communauté ? Est-ce que vous avez une estimation des tonnes de CO2 qui sont économisées grâce à Syneo ? Alors, bonne nouvelle, pour une fois, la réglementation a fait simple. Dans la construction, mettre des matériaux qui ont déjà eu une vie, c'est 0 carbone. Et dans les logements, vous pouvez aller chercher jusqu'à 60 kg évités par mètre carré. Et sur les bâtiments tertiaires, recevant du public, jusqu'à 100 kg. Donc quand vous mettez des parquets, des portes, des cloisons, de la moquette, des luminaires qui ont déjà eu une vie, qui ont été reconditionnés comme nos équipements électroniques qu'on connaît ou nos téléphones, et reposés dans les mêmes conditions. Est-ce que vous pensez qu'une révolution des usages et des pratiques est en route dans le secteur et finalement, que faudrait-il faire pour que l'économie circulaire devienne la norme dans les prochaines années dans le secteur ? Alors oui, je pense que c'est vraiment en train de se passer. En 5 ans, on voit déjà qu'on est passé d'une utopie à de nombreuses entreprises qui se sont créées. C'est l'économie du futur. On verra si on a atteint nos objectifs quand ici, à Batimat, on verra du circulaire partout autour de nous parce que tous ces acteurs qui sont derrière nous sont capables de porter une nouvelle offre circulaire. Merci Johanna, vous restez avec nous parce qu'on va continuer d'échanger avec vous et puis on prendra aussi les questions du public dans un instant. Regardons maintenant comment la data et l'IA peuvent nous aider aussi à réduire les émissions de CO2. Une première question, Florent, sur Ecolab, ses missions au sein de ce commissariat général au développement durable. Oui, bonjour à tous. Alors Ecolab, nous on est une petite structure au sein du CGDD, un laboratoire d'innovation qui repose sur 2 jambes. La première, c'est l'accompagnement de la filière de la Green Tech en France. Donc la Green Tech, c'est toutes les entreprises qui concourent
à la transition écologique. Ça passe par deux choses assez visibles. Une labellisation des entreprises, donc par un AMI. Il y a aujourd'hui 250 entreprises environ qui sont labellisées Green Tech Innovation. Et le but, c'est de les mettre en visibilité. Et ça passe notamment par un gros événement qu'on organise les 15 et 16 octobre. Donc j'en profite pour faire un peu de retable, qui est le Meetup Green Tech, et qui est gratuit, qui sera au Parc Floral cette année. Et l'autre jambe des collabs, c'est donc la partie data et ses usages, dont l'intelligence artificielle qui fait grand bruit en ce moment. Et là, notre rôle, c'est finalement d'utiliser cet outil pour les politiques publiques du ministère. Ce n'est pas de faire la data pour de la data, c'est de faire en sorte que les agents du ministère travaillent mieux et que les politiques soient mieux portées, donc auprès des citoyens, vous, auprès des entreprises, vous aussi, et auprès des collectivités. Et ces deux jambes, on essaye de faire en sorte qu'elles se parlent, puisque beaucoup de solutions innovantes par la data et l'IA passent par les entreprises de la Green Tech. Alors justement, quel rôle cette IA peut-elle jouer dans la construction pour accélérer la décarbonation? Qu'est-ce qu'on peut attendre finalement de l'IA et plus largement de la data pour la construction, pour l'utilisation des bâtiments? On pense bien évidemment à la consommation d'énergie, au chauffage, à la climatisation. Oui, c'est deux secteurs qui ont l'air de s'opposer complètement, puisqu'on en a un qui est numérique, virtuel, et l'autre qui est du très concret. On est sur de l'aménagement, de la construction pure. Donc évidemment, il faut qu'on ait des outils qui vont permettre de mieux faire ce concret. Et ça va passer par beaucoup d'accompagnement sur les phases de prestations intellectuelles, en amont, sur la conception. Ça va passer sur le suivi des bâtiments. Il y a des exemples de projets qu'on soutient via un appel à projets dans les territoires. C'est des produits qui vont capter toutes les données d'un parc de bâtiments au niveau d'une collectivité, donc parfois des centaines, des milliers de bâtiments de typologies très variées, qui vont accumuler toutes ces données et qui vont pouvoir faire de la prédiction sur les économies à réaliser, là où il y a une sous-optimisation, sur les bâtiments qu'il faudrait rénover en priorité. Et ça, du coup, l'IA peut le faire mieux qu'un humain, parce que l'humain, il n'a pas le temps d'aller voir tous ces détails, il ne peut pas faire son Excel et croiser toutes les données. Donc là l'IA est intéressante. Elle peut être intéressante sur d'autres sujets que l'énergie aussi, on y pense moins. Par exemple sur la localisation des fuites dans un réseau d'eau par captation sonore. Aujourd'hui, il y a des algorithmes d'IA qui sont capables, avec le bruit que font les tuyaux, de dire ici il y a une fuite et de prédire où vont avoir lieu les prochaines fuites. Et ça, c'est génial parce que les réseaux, on ne les voit pas, ils sont difficiles d'accès. Et donc là, on peut travailler sur la gestion de la ressource en eau, qui est aussi un enjeu essentiel dans le cadre du changement climatique. Donc on est au tout début finalement du champ des possibles concernant l'IA et la data. Effectivement, on est dans une phase que nous on appelle la phase de démonstrateur. En fait, cet appel à projet, il vient tester des solutions qui n'ont jamais été testées. Donc on a plein d'algorithmes, on a plein de gens qui font de la recherche sur de l'IA pure. C'est pas ça qui va nous intéresser, c'est vraiment comment est-ce qu'on convertit ces algorithmes dans quelque chose qui est utile aux gens qui sont sur le terrain, puisque in fine, c'est quand même eux qui font le travail. Et donc là encore, l'IA n'est qu'un outil au service de ses besoins. Alors l'État encourage la Green Tech, vous l'évoquez à l'instant avec l'initiative Green Tech Innovation, en accompagnant notamment les startups, les PME porteuses de solutions innovantes. Quels sont d'après vous les projets qu'il faut absolument suivre, les projets en cours ou à venir, qui pourront faire la différence dans quelques années en matière de décarbonation? Alors je serais incapable de lire le futur et de dire tout ce qui va être essentiel, mais je pense que tout le monde a en tête les grands enjeux et les solutions à apporter. Ce qui est génial, c'est qu'elles viennent vraiment des gens qui pratiquent sur le terrain. Moi, je vois deux enjeux auxquels on pense, mais qui ne paraissent pas dans l'innovation les premiers qu'on cite. C'est la formation. Parce que c'est un besoin essentiel d'avoir des gens qui vont réaliser ces chantiers, qui vont les réaliser bien avec les meilleures technologies, les meilleures techniques. Et donc la formation, c'est aussi un secteur qui bénéficie de l'innovation. Et dans le bâtiment, il y a plein d'entreprises qui sont hyper intéressantes là-dessus. On pense à la Solive, qui est une entreprise qui fait parler d'elle et qui vient de lever plusieurs millions d'euros. On pense à évidemment les compagnons du Devoir et du Tour de France qui continuent d'innover sur des technologies pour pouvoir allier du digital et du plateau technique très concret. Donc ça, c'est un secteur qui bénéficie d'innovation et qui est essentiel pour le bâtiment.
On a aussi l'enjeu patrimonial. Ça, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, allier rénovation énergétique et patrimoine, c'est une vraie galère à la fois en ville, parce que Paris est pas loin, les bâtiments haussmanniens, ils sont très compliqués à rénover. Donc là, il y a un vrai chantier d'innovation technique qui viendra des entreprises qui ont l'habitude de travailler sur cette typologie de bâtiments. Et ça sera la même chose dans des zones rurales avec des types de construction qui sont parfois multiséculaires et qui sont des techniques qui sont maîtrisées par des acteurs locaux. Et c'est eux qui pourront venir trouver les techniques pour qu'on conserve ce patrimoine et qu'on arrive quand même à atteindre nos objectifs. L'IA au service des entreprises, au service aussi de l'État. Concrètement, comment utilisent les services de l'État l'IA en matière de construction et de décarbonation? Oui, le principe d'Ecolab, c'est vraiment d'aider l'interne, l'État en interne. Et donc, on se rend compte que l'IA est un levier énorme pour les agents de la fonction publique, et en particulier pour le bâtiment, puisqu'on a un premier sujet dans le bâtiment, c'est la connaissance. Alors, probablement le cas dans beaucoup de secteurs, mais dans le bâtiment, on touche à l'intime, on touche au privé, et donc on ne sait pas forcément ce qui se passe chez les gens. On a des outils comme le DPE, on a l'audit énergétique, on a les fichiers fonciers qui sont des bases intéressantes fiscales, on a plein de choses. Mais il nous manquait jusqu'à il y a quelques années une vision globale du parc de bâtiments et de son état, des leviers sur lesquels on pouvait jouer. Est-ce qu'on est en rénovation? Est-ce qu'on est en changement de système? Est-ce qu'on est plus en rural, en urbain? Et ça fait partie des travaux qui sont menés entre l'État et la filière depuis quelques années, avec notamment l'émergence d'un outil qui s'appelle GoRénov et d'une base surtout sous-jacente qui est la base de données nationale bâtimentaire, qui croise toutes ces données et nous dit à un instant T et actualisé tous les 6 mois, voilà l'état du parc, voilà ce qu'on peut faire et qui nous permet de simuler des scénarios. Et donc grâce à ça, l'État peut par exemple dire, bon ben, on a mis une interdiction de location des passoires énergétiques, où en sommes-nous? Ah, ça coince un peu, peut-être détendons le calendrier, essayons de faire plus d'accompagnement, et pour ça il faut de la visibilité et c'est typiquement la data qui peut nous l'apporter. Alors, quand même, le numérique est aussi responsable d'émissions de gaz à effet de serre, 2,5% au total, selon une dernière étude qui a été commandée par le Sénat. Comment la tendance va-t-elle évoluer dans les prochaines années? Est-ce qu'on peut imaginer une IA frugale, une green low tech? Est-ce que c'est possible, ou est-ce que finalement, plus on va utiliser l'IA, la data, plus elle sera consommatrice aussi de CO2? Alors, j'ai un peu envie de dire les deux. C'est que les projections sont plutôt alarmantes, hein, si on regarde les études sur l'impact que va avoir l'IA dans 10-15 ans au rythme auquel on est actuellement. Et donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de réagir pour endiguer cette explosion, parce qu'on a des usages de l'IA qui sont très bons, et on en a d'autres qui, d'un point de vue environnemental et peut-être d'un point de vue d'utilité sociale, sont moins performants. Et je pense que vous pouvez en imaginer. Donc nous, on a essayé de prendre le sujet assez vite, et on a produit avec l'AFNOR, avec toute la filière du numérique, le premier référentiel sur l'IA frugale. Donc c'est le référentiel général d'IA frugale que vous pouvez retrouver en ligne, qui est une AFNOR spec. Donc c'est pas une norme, c'est le niveau d'en dessous, mais c'est déjà un premier document concret. Et le but maintenant, c'est de passer au niveau européen, parce que le numérique, vous savez, ne s'arrête pas à nos frontières et on ne peut pas faire les choses chez nous et attendre que les autres recopient. Donc on est en train de travailler sur une normalisation européenne pour faire en sorte que demain, il y ait une norme IA frugale et qu'on puisse... s'il faut l'imposer réglementairement, ou au moins que les personnes qui sont sensibles au sujet puissent se l'approprier, faire en sorte qu'on se pose les bonnes questions, et c'est des questions simples, c'est est-ce que j'ai besoin d'IA? C'est-à-dire est-ce que je ne suis pas en train de suivre une mode, et en fait il y a des outils beaucoup moins consommateurs d'énergie qui existent? Est-ce que je fais les bons choix dans mon choix d'IA, et in fine, est-ce que je respecte les limites planétaires dans mon approche? Et donc c'est déjà une petite contribution, et le but c'est de grandir, et on peut on peut se targuer d'être le premier pays à avoir fait cette démarche. Donc pour une fois sur le numérique, la France est en tête. Alors, ce n'est pas un hasard si vous êtes tous les deux sur scène en même temps. Comment l'IA peut aider l'économie circulaire, et comment l'économie circulaire peut finalement aussi alimenter l'IA? Johanna, on commence peut-être avec vous sur cette question très large. Complètement. Tout à l'heure, je vous disais, chez Syneo, on est à la fois une communauté d'acteurs qui est engagée pour l'économie circulaire,
où on partage de l'expérience. Le sujet de la compétence, il est clé parce que avoir accès à de la data, c'est une chose, mais l'utiliser pour faire grandir des acteurs, des filières, c'en est une autre. Donc concrètement, chez nous, chez Syneo, les acteurs viennent pour tout ce partage d'expérience autour de formation, autour d'événements, autour de notre journal qui s'appelle La Circulaire, en plus de notre marketplace qui permet d'acheter et de vendre des matériaux circulaires. Donc on sent bien que sans animation, sans montée de compétences, on ne peut rien en faire. Et ça tombe bien parce qu'on est dans le BTP, c'est un sujet concret. On a des bâtiments qu'il faut vraiment aller voir. Il faut retourner les matériaux pour retrouver les marques. Il faut organiser la dépose soignée. Et tout ça, ça se vérifie sur le terrain, pas que sur l'outil. Donc ça se parle. Et chez Syneo, on a un deuxième outil qui répond à ce volet, montrer tout ce qu'il y a derrière la data, ce qu'il y a dans les marketplaces. On a des centres techniques, c'est des bâtiments de 3000 m² qui permettent aux acteurs de reconditionner, de stocker et d'avoir de la logistique, mais aussi d'exposer. Donc on ne fera pas cette transition sans montrer ce qu'il y a l'envers du décor, parce que générer de la donnée, demander toujours plus de données de précision, certes c'est assez facile finalement, mais il faut en faire quelque chose pour qu'in fine, aujourd'hui dans nos centres, je peux vous dire qu'on a 1000 tonnes de matériaux stockés, de réemploi, qui sont capables d'être posés dans d'autres chantiers. Florent, comment est-ce que vous étudiez de près aussi l'économie circulaire chez Ecolab ? L'économie circulaire, c'est un des axes du ministère qu'on accompagne. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de projet directement sur l'économie circulaire parce que je pense qu'on en est au stade, effectivement, où avant de se lancer sur des solutions techniques, qui, encore une fois, sont des outils au service d'une... Nous, on dit politique publique, parce que c'est la vision administrative, mais au service d'un objectif, au service d'un marché pour les entreprises. Et donc, il y a un enjeu de faire en sorte que déjà le secteur puisse se lancer sans avoir des contraintes de remontée de données comme on peut avoir pour le DPE par exemple. Et derrière, il faudra effectivement venir aider la filière. Comment ça peut se traduire ? Ne prenez pas ça pour un scénario de l'État, mais aujourd'hui on voit dans le bâtiment comment ça fonctionne. On aide avec des dispositifs fiscaux, on aide avec de l'argent qu'on donne aux clients, MaPrimeRénov', les C2E par exemple. Pour l'instant on n'a pas ça sur l'économie circulaire, on n'a pas ça sur le réemploi, ça pourrait être ça demain. Aujourd'hui on aide avec du contrôle sur l'origine, avec la donnée qui aide par exemple à certifier qu'effectivement on est sur un produit qui fait l'objet d'un réemploi et donc ça sécurise les gens qui l'utilisent, donc on peut envisager ce genre de dispositif. Et là-dessus, la donnée, et même la donnée massive, et du coup son traitement automatisé avec l'IA, peut être un levier pour rassurer finalement un marché, pour venir casser un peu les asymétries d'information qui sont assez standards dans ce type de marché émergent. Mais c'est surtout aujourd'hui les solutions des entreprises et la manière dont elles, pour atteindre leur marché, vont utiliser la donnée qui sont, je pense, essentielles à regarder. Où est-ce qu'on retrouve vos données, vos ressources pour finalement tous nous inspirer ? Alors, on peut retrouver la plupart des données de la transition écologique, les données publiques de la transition écologique, sur écologie.data.gouv, qui est un sous-domaine de DataGouv. Ceux qui connaissent la donnée connaissent probablement DataGouv, c'est la plateforme de l'État pour stocker, pour héberger les données et les mettre à disposition. Il y en a des dizaines de milliers, ça fait beaucoup. Et donc, ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Donc, on a créé un sous-domaine, Écologie DataGouv, qui vient extraire les données qui concernent ces politiques publiques et qui vient de permettre de les classer par thématique, par producteur, par zone géographique aussi, parce que des fois, on cherche une donnée régionale et pas une donnée nationale. Et donc, on retrouve ça sur cette plateforme. On a des produits thématiques aussi, évidemment, que vous pouvez exploiter. La BDNB que j'évoquais, elle est sur DataGouv. Donc elle est exploitable. Il y a des outils plus clés en main, on va dire, puisque la donnée brute, si on n'est pas spécialiste, c'est pas simple. C'est l'outil GoRénov, qui est porté par le CSTB. Il y a d'autres outils. Il y a l'Observatoire national des bâtiments aussi, qui est soutenu par l'État. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Moi, il y a un site que je trouve la bonne première porte d'entrée, c'est notre environnement. C'est notre-environnement.gouv.fr. Si vous vous intéressez à un sujet environnemental et que vous n'êtes pas expert, c'est pédagogique et ensuite, ça vous mène vers des ressources plus complètes et il y a de la donnée accessible directement sur le site. Johanna, si vous aviez un conseil
ou deux à donner aux entrepreneurs, aux entreprises qui n'ont pas encore commencé à s'intéresser à ce sujet de l'économie circulaire, qui s'intéressent et s'interrogent sur la décarbonation? Quels conseils donneriez-vous? Alors, mettez-vous-y le plus vite possible. C'est juste l'évidence. Le marché de demain sera un marché de la seconde vie, de la seconde main, avec le neuf, c'est sûr. Mais il est primordial de s'y mettre, puisqu'en fait, quand on décide de changer d'activité, ça nous questionne sur comment je capte de la ressource qui est secondaire, comment je la retravaille, comment je la stocke, comment je la vends, comment je développe mes produits à partir de gisements hétérogènes. Donc il y a pas mal de questions à se poser. La bonne nouvelle, c'est qu'on est là pour vous accompagner, mais il est urgent de s'y mettre, d'orienter vos entreprises sur cet objectif-là et de le faire croître d'année en année, puisque l'économie de demain sera forcément circulaire. Il n'y a pas d'autre alternative. Florent, un conseil aussi? Alors j'aime beaucoup cette phrase, l'économie de demain sera circulaire, il n'y a pas d'autre alternative, c'est une réalité, il y a des limites physiques. J'ai envie de commencer en disant, la mauvaise nouvelle, c'est que si vous n'avez rien fait, vous êtes en retard. Mais la bonne nouvelle, c'est que les premiers gains sont les plus faciles. Donc on peut déjà s'intéresser au sujet économie circulaire, décarbonation, réemploi. Il y a des solutions qui existent, puisque d'autres ont fait le travail avant. Donc maintenant, il y a des choses très accessibles. Si vous êtes une entreprise, que vous cherchez des partenaires, je prêche encore pour ma paroisse, mais je vous invite à aller voir le site Green Tech Innovation. C'est là où on recense les entreprises labellisées. Il y en a beaucoup dans l'économie circulaire, il y en a beaucoup dans le bâtiment, et il y en a évidemment qui croisent les deux enjeux. Je vous conseille de venir au Meetup les 15 et 16 octobre au Parc Floral pour les rencontrer et voir que c'est un secteur qui est actif, qui a des choses à dire et qu'il y a un vrai marché. C'est aussi quelque chose d'important, c'est de dire qu'on n'est pas sur une lubie qui est subventionnée par l'État. Il y a un marché parce que les contraintes physiques et planétaires sont réelles et elles impactent les entreprises. Donc allez chercher des partenaires et renseignez-vous aussi sur les aides parce qu'il y en a quand même et ça vaut le coup de les mobiliser. Et notamment les aides de l'ADEME. Il y a un site qui s'appelle Agir pour la transition qui est fait par l'ADEME et qui recense toutes les aides disponibles et proposées par l'État. Ça peut être de l'accompagnement en ingénierie, ça peut être du financement, ça peut être simplement un coup de fil avec un conseiller de l'ADEME qui vous rassure sur la solution que vous envisagez. Donc il faut mobiliser les ressources de l'État parce que l'État et ses opérateurs sont là pour ça, faire en sorte qu'on atteigne ces objectifs. Allez, on va prendre quelques questions du public. Alors n'hésitez pas, si vous avez vous-même une expérience à partager avec nous, si vous avez une précision à demander à nos intervenants, surtout n'hésitez pas, ils sont là pour vous répondre. Je suis sûr qu'il y a plein de questions, que ce soit sur l'économie circulaire. Alors, bonjour à tous. Comment on prend contact avec Syneo? Comment on prend contact avec nous? Donc vous allez sur notre site syneo-réemploi.fr, vous allez sur notre stand au H107, surtout ne loupez pas puisqu'on a plein de filières qui exposent. Et puis je suis disponible à la sortie avec grand plaisir. Alors, une autre question, oui, monsieur. Bonjour à tous. Moi, ma question, c'est comment on décarbone les bâtiments haussmanniens, surtout à Paris? Mais oui, je l'évoquais tout à l'heure parce que c'est un vrai sujet, c'est un vrai frein aujourd'hui. C'est qu'on se rend compte qu'on a, dans le bâtiment, il y a un ordre pour faire les choses. Mais maintenant, je pense que tout le monde est à peu près d'accord sur ça. Il faut d'abord isoler et ensuite on change les systèmes et on met des systèmes performants. Voilà. Si on met un système performant sur une passoire, il ne sera pas performant parce que ça va fuir dans tous les sens. Donc il faut d'abord isoler et c'est ça qui freine en fait dans les bâtiments haussmanniens parce que les techniques les plus efficientes, c'est l'isolation par l'extérieur, on gère les ponts thermiques et sur l'haussmannien, vous avez l'ABF qui va vous dire « Niet, on ne va pas ruiner Paris avec de l'isolation extérieure ». Mais ça, c'est les techniques qui existent aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'évoquais ça comme un enjeu d'innovation, c'est que demain, s'il y a un petit génie qui trouve une technique pour venir isoler par l'extérieur les bâtiments haussmanniens et conserver l'aspect patrimonial, c'est le roi de Paris. Ça, c'est certain. Aujourd'hui, il y a déjà un marché, on peut isoler par l'intérieur. Évidemment, avec le prix du mètre carré à Paris, quand on perd ne serait-ce qu'un mètre carré en isolant, on l'a un peu mauvaise. Mais ça se fait parce qu'il y a aussi un confort, il y a aussi une économie d'énergie liée à la consommation. Donc, ces techniques existent. Elles ont du mal à se déployer parce que, à mon sens, on attend la solution qui permettra de le faire par l'extérieur comme on le fait sur un pavillon et pour qui ça fonctionne bien. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de réponse parfaite, mais il y a déjà des techniques qui existent et
pas mal de propriétaires font déjà de l'isolation par l'intérieur. Y a-t-il une autre question? Surtout, n'hésitez pas. Oui, monsieur. Alors, attendez, on va vous apporter un micro. Merci, madame, messieurs. Ma question est destinée à... Collez votre micro. Oui, Ouais. pardon. Madame Johanna Ferrier. Sénéo, c'est une filiale de Bouygues. Ah, d'accord. Donc, vous travaillez sur la récupération des matériaux, que ce soit en gros œuvres ou bien en tout type de matériaux. Il y a un retraitement qui se fait. Mais ce retraitement, est-ce qu'il ne consomme pas aussi un problème ne pose pas un problème énergétique? Alors aujourd'hui, quand on prend l'impact d'un matériau, plus de 90% de son impact sur le carbone, sur l'eau, sur la biodiversité, c'est au moment de l'extraction de la matière première, la première vie. Quand vous partez d'un matériau qui a déjà eu une vie, qui a un retraitement, généralement, quand on compte tout ça, c'est entre 2% et 5% maximum d'émissions de carbone. Donc quand vous mettez en œuvre un matériau qui a été retraité, vous faites environ 95% d'économie de CO2, d'eau, etc. Donc c'est énorme. Même si ce matériau fait la grande diagonale de Lille à Montpellier. Il n'y a pas de problème là-dessus. Preuve à l'appui, FDES à l'appui, il y en a plein qui l'ont fait. Vous pouvez regarder la FDES de Mobius, qui ont été les premiers à lancer le reconditionnement de faux planchers. Aujourd'hui, la clé, c'est d'arrêter d'extraire dans les milieux primaires, dans les milieux, les premières ressources. C'est ce qu'on appelle la biodiversité grise. C'est très important. Aujourd'hui, on est entouré de ressources, de déchets qui sont inexploités. On a moins de 1% de seconde vie. Donc soyez-en rassurés, on n'explose pas le carbone quand on fait du réemploi. Merci pour votre question qui nous a permis effectivement d'apporter cette précision importante. Vous voulez rajouter un mot là-dessus, Laurent, ou pas? Ah, alors, on va prendre la question. Oui. Oui, bonjour. C'était pour la décennale. Est-ce que le réemploi permet aussi d'avoir une garantie sur 10 ans? Alors, bonne nouvelle, oui. Aujourd'hui, les reconditionneurs qu'on accompagne, ils ont deux statuts. Ils ont un statut de fabricant qui donne exactement les mêmes garanties qu'un fabricant de neuf. Donc ça, c'est le cas pour un Proclus, pour un Mobius et d'autres. Donc, ils ont maillé toute une chaîne qui permet d'avoir la traçabilité, un reconditionnement qui est homogène, de la qualité en sortie qui est échantillonnée et testée. Donc, ils ont vraiment le statut de fabricant sans distinction de neuf. Donc après, en cascade, les autres assurances fonctionnent. Après, il y a un deuxième statut qui est intéressant, c'est celui de distributeur de matériaux de réemploi. C'est le cas, par exemple, pour Articonex et Stock Pro. Et là, de la même façon, c'est couvert comme un produit industriel. Et derrière, le poseur va pouvoir apporter sa garantie pour que le tout soit pris en charge sur la décennale. Bien qu'aujourd'hui, le réemploi est beaucoup concentré sur l'intérieur, des produits qui sont rarement soumis à la décennale. Mais on a des bonnes surprises avec de la charpente métallique et du clos couvert, n'ayez crainte. Il y a des choses qui arrivent et en tout cas, c'est possible. Y a-t-il une toute dernière question? Oui, monsieur. Merci. Bonjour. Oui, j'imagine que vous ne pouvez pas tout réemployer de ce que vous récupérez. Et est-ce que vous avez des chiffres là-dessus sur ce qui est remis en circulaire, et finalement ce qui ne l'est pas, et que deviennent les matériaux qui ne sont pas recircularisés, si je peux m'exprimer comme ça? Alors, en fait, le tri, il se fait directement sur le chantier. Donc, on récupère de façon sélective les matériaux où on sait qu'il y a déjà des filières. Vous pouvez consulter sur notre stand. On a un top 20 des matériaux. Dans ce magazine, vous avez tous les matériaux qui peuvent toujours faire l'objet de réemploi. Donc, c'est ceux-là qu'on demande à être déposés soigneusement. Les autres, on les oriente directement en filière de recyclage, qui sont aujourd'hui organisées à l'échelle de la France, qui progressent. Il y en a qui sont matures comme le plâtre, il y en a qui sont naissantes comme le verre plat. Tout ça, ça va se développer ensemble. On fera de l'économie circulaire avec de la conservation, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage. Voilà. Mais par contre, on a assez peu de pertes. Quand on reconditionne, on a moins de 2% de ce qu'on a collecté qui n'aura pas une seconde vie. On arrive au terme de cette table ronde passionnante. Allez, peut-être un dernier message chacun. On commence avec vous, Laurent.
Moi, il y a un point que je trouve intéressant et qui rejoint en fait les deux questions, c'est que on vise dans les objectifs généraux la neutralité carbone. La neutralité carbone, ça ne veut pas dire qu'on est à zéro d'émissions carbone, parce que heureusement, on a du stockage. Heureusement, on a des forêts, on a des océans, on aura peut-être des techniques d'ingénierie de stockage, mais ne comptons pas trop dessus. Et donc, ce qui est important, c'est de venir minimiser autant que possible les émissions. Et quand on est sur des ordres de grandeur où on est à 1% de perte, où on est à 95% de l'émission qui est sur la production, ben, on se rend bien compte qu'il y a des techniques, même si elles ne sont pas parfaites au sens où on émet toujours un peu, il y a toujours un peu du déchet. Les échelles, l'ordre de grandeur est tellement différent que c'est indiscutable que ces solutions-là sont celles à privilégier dans le futur. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas sur une contrainte de ne plus rien faire, de plus respirer, mais par contre on est sur changer d'échelle par rapport à la situation actuelle. Johanna, pour le mot de la fin. Le mot de la fin, j'irai dans le sens de Florent, c'est-à-dire vous, entreprises qui devez décider du futur de vos gammes, etc., ne mettez pas trop de poids du corps sur des ACV et de l'ingénierie du calcul, mais plutôt dans du stock, dans des expérimentations chantiers, dans des tests terrain pour développer vos nouvelles offres. C'est maintenant qu'il faut vendre pour les poser dans 2 ans. Donc allez-y, gardez ces sous-là pour faire plutôt du concret, du chantier, que de l'ingénierie qui, à ce stade, n'a pas vraiment trop d'importance. Merci à vous deux d'avoir participé à cet échange. Après ces 2 grands types de solutions, nous poursuivons en élargissant notre périmètre. Y a-t-il 1001 façons de décarboner le bâtiment? Pour réfléchir à cette décarbonation, en s'inspirant entre autres de solutions qui marchent dans d'autres pays, nous allons accueillir Stéphanie Merger. Elle est directrice adjointe du master spécialisé immobilier et bâtiment durable à l'école des ponts ParisTech. C'est à vous. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter un peu les résultats qui sont issus finalement d'une thèse professionnelle que j'ai menée dans le cadre du master spécialisé. Donc, comme présenté, je suis Stéphanie Merger, je suis actuellement directrice adjointe du master spécialisé immobilier et bâtiment durable à l'École nationale des ponts et chaussées. Et je suis là pour vous présenter 1001 façons de décarboner le bâtiment. Alors j'espère que vous avez un peu de temps devant vous. Non, je vous rassure, je ne vais pas vous présenter 1001 solutions. Je vais surtout vous parler de moi et finalement d'un projet que j'ai mené dans le cadre du master spécialisé. Et pour ça, j'ai besoin de revenir en 2020 puisque j'ai moi-même fait ce master spécialisé en 2020. Et dans le cadre de ce master, on doit faire une thèse professionnelle à l'issue. Et donc j'ai réfléchi, je vous remets dans le contexte, 2020 c'était Covid, on venait de faire l'année de formation de ce master spécialisé et je devais choisir un sujet de thèse. Et je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose d'un peu différent, non pas de faire uniquement de la recherche webographique, mais finalement d'entreprendre un projet. Parce que j'étais convaincue pendant cette formation que finalement le problème qui était devant nous, il n'était ni technique, il n'était ni technologique, que finalement les solutions existaient, mais qu'il fallait accélérer le déploiement de ces solutions innovantes. Donc du coup, j'ai décidé de faire un tour du monde et de rencontrer, de partir à la rencontre des personnes, échanger, dialoguer avec eux et finalement collecter leur avis sur la situation actuelle du monde de la construction à l'échelle internationale. Pour ce faire, j'ai visité 15 pays, j'ai étudié 12 pays, j'ai rencontré 70 personnes, j'ai étudié 30 études de cas et l'objectif était finalement de donner une perspective mondiale et de faire une analyse comparative à plusieurs échelles. Alors 3 échelles d'analyse finalement, à l'échelle internationale, les grandes coopérations plutôt à l'échelle des continents, à l'échelle des territoires, finalement le sujet, on l'a vu, d'aménagement urbain est important, le sujet des appels d'offres publics est aussi important et le sujet au niveau des bâtiments. 3 scopes d'analyse, 3 continents, l'Europe, les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne, l'Italie, l'Afrique, le Maroc, le Sénégal, le Kenya, l'Ouganda et l'Asie, Singapour, la Chine, Corée du Sud et Japon. Alors finalement, si on prend ces analyses, l'idée c'était de vous présenter
quelques enseignements, quelques analyses comparatives et quelques études de cas pour nourrir la réflexion et finalement donner une perspective plus globale. Aujourd'hui, on se rend compte que finalement, à l'échelle mondiale, l'Europe donne le cap. Le challenge qui est devant nous est bien connu. On a 26 ans pour décarboner la filière. 26 ans, et finalement, quand on échange avec les acteurs locaux, on se rend compte que finalement, les pays sont outillés, on investit massivement, mais finalement, le contexte immobilier subit une pression multiple. La crise du logement, crise énergétique, problème pénurie de main-d'œuvre. Aujourd'hui, on le voit bien, on investit massivement dans l'efficacité énergétique, dans les énergies renouvelables, pardon. Mais si on prend en compte la considération, la rareté de la ressource, on se dit que c'est bien de prendre en compte le carbone, c'est déjà une première étape, mais finalement, si on replace le débat sur les sujets des limites planétaires, il faut un changement massif de comportement pour aller et pour atteindre les objectifs de neutralité. Si on regarde à l'échelle européenne, finalement, les pays et la Commission européenne est assez bien outillée. On a des plans d'investissement, on a des plans stratégiques, une roadmap qui est définie. On a des outils de la réglementation, notamment avec le DPE, l'Energy Performance Certificate à l'échelle de l'Europe, et les Environmental Product Declaration, qui est les bases FDES. On a une taxonomie aussi qui évolue et qui est en train de se mettre en place. Une présentation qui a été faite par Julien Hans, directeur de la recherche et de l'innovation du CSTB, qui a été faite dans le cadre de la conférence internationale de l'École des Ponts et du Master, montre finalement la corrélation entre la comptabilité existante et nos émissions. Si on regarde, on a la SNBC qui finalement agit principalement sur le scope 1. On a nos émissions indirectes avec justement le DPE, mais aussi le décret tertiaire qui agit principalement sur le scope 2. Et on a sur le scope 3, finalement, les FDES, donc les déclarations environnementales, qui agit principalement sur le scope 3. Si on regarde ça maintenant et qu'on met en perspective avec notre trajectoire carbone, quelle est-elle? Pareil, Julien Hans rappelait, 2050, on a 26 ans. On a 26 ans pour réduire par 15 le scope 1, par 20 le scope 2, et finalement par 5 le scope 3. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable? C'est un gros challenge quand même, qu'on se le dise. C'est réalisable si finalement il y a un réel changement de comportement, on l'a dit, on en reviendra par la suite. Si on regarde maintenant rapidement les Energy Performance Certificates, la directive européenne impose un certain nombre d'exigences. Je ne vais pas les exprimer là, mais l'objectif, c'est qu'elle impose une certaine norme de standardisation. Et si on regarde les études qui sont faites sur les DPE, on voit bien qu'il y a une volonté d'harmoniser. Pour autant, c'est difficile de faire une comparatif à l'échelle européenne puisqu'on n'a pas les mêmes éléments pour comparer. Si on prend un exemple du programme et une étude qui a été faite par l'OID dans le programme ESREI, on voit bien que déjà, on ne parle pas de la même énergie sur la déclaration et les DPE. Certains pays parlent en énergie primaire, d'autres parlent en énergie fossile. Donc on voit déjà qu'il y a une différence finalement et qu'il y aurait un besoin d'harmoniser pour comparer réellement l'état des lieux on va dire de l'échelle du patrimoine européen. Et après, si on regarde la qualité des DPE, on peut se dire qu'effectivement, la France a beaucoup finalement de DPE, mais on regarde qu'à l'échelle finalement internationale, à l'échelle européenne, la BPE rappelait justement ce besoin dès 2014 de rendre finalement ces DPE plus conformes, d'exiger plus de contrôle sur la pertinence et sur la qualité de l'information du DPE. Aujourd'hui, on le voit bien, c'est un des vrais sujets, c'est la conformité et la clarté du DPE qui aujourd'hui pose problème, notamment sur la qualité de la donnée du DPE. Si on prend maintenant la réglementation basée sur le cycle de vie, la RE 2020, il y a une étude internationale qui a été faite par OneClick LCA qui justement étudie un peu toutes les réglementations environnementales européennes. Cette étude, elle analyse deux choses. Un, l'impact de la réglementation. Et là, on le voit bien que finalement, la RE 2020, c'est une réglementation qui est très ambitieuse, mais aussi qui est une des plus complexes. On est d'ailleurs le seul à utiliser une ACV dynamique. On le verra dans le temps si l'histoire nous donne raison. Pour autant, si elle est bien mise en œuvre, c'est potentiellement la réglementation la plus ambitieuse d'un point de vue impact. Après, on le sait, la base
Et la réglementation est basée sur la base IGNES, qui rassemble les FDES chez nous en France. Et on voit pareil que la base IGNES, c'est une des bases les plus riches. On a le plus de déclarations par rapport à d'autres pays. Pour autant, on a un problème de transparence et d'accessibilité en termes de coûts de cette base-là. Maintenant, sur la finance, je ne vais pas rentrer dans le sujet de la taxonomie. Il y a des études très bien qui ont été faites, notamment par l'OID, qui rentrent dans le sujet. Mais globalement, on le voit bien avec la table et la conférence qui était juste avant. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est que l'économie et les business linéaires sont toujours plus compétitifs que les business circulaires. Si aujourd'hui, on veut accélérer le déploiement de solutions circulaires, on doit aider finalement ces solutions circulaire à être plus compétitif. Un des leviers qui pourrait être fait, c'est la fiscalité. Aujourd'hui, on le voit bien, si on regarde la zone européenne, juste la zone européenne, le système fiscal européen, les recettes fiscales sont majoritairement basées sur une recette liée au travail. Or, l'économie circulaire consomme énormément de ressources, la ressource travail. Si aujourd'hui, on mettrait la fiscalité, et comme l'OCDE, le FMI et la Commission européenne demande finalement un shift fiscal, c'est-à-dire que shifter les taxes et la fiscalité du travail sur les ressources. L'objectif, avoir un vrai prix de la ressource qui prend en considération la rareté de la ressource, et rendre plus compétitif la valeur du travail qui consomme énormément de ressources travail, pour faire l'économie circulaire. Sur le sujet circulaire, je vous invite, je n'aurai pas le temps de le détailler, mais il y a les Pays-Bas travaillent beaucoup là-dessus. Et ils ont un business case que j'ai trouvé très intéressant, qui est Circle, qui est aux Pays-Bas. Et en fait, c'est finalement la banque, une des principales banques aux Pays-Bas, qui investit énormément dans l'économie circulaire. Ils ont décidé de tester tous les modèles circulaires au sein d'un même bâtiment, qui s'appelle Circle, qui se trouve du coup aux Pays-Bas. Ils ont testé notamment le courant continu pour éviter les pertes énergétiques, notamment sur l'éclairage. Ils testent des nouvelles business, donc toutes les multimédias est basé sur un système de as a service. Ils ont même l'ascenseur as a service, c'est-à-dire que vous payez le coût de l'ascenseur en fonction de la remontée, en fonction du nombre de remontées. Donc ils testent le élévateur as a service. Ce projet-là, alors, ils ont énormément travaillé l'architecture et le bâtiment est entièrement démontable. C'est-à-dire que dans 5 ans, le même bâtiment sera déplacé à 150 km de la ville d'Amsterdam. Un exemple intéressant. Maintenant, si on regarde à l'échelle des projets. L'échelle de projet, c'est pareil. Il faut se donner les conditions de changement. 2 exemples que je souhaite partager avec vous, de sujets. Le premier, c'est la cession foncière. Aujourd'hui, on le voit bien, les autorités publiques, les villes vendent énormément leurs fonciers. Il y a une cession foncière qui est un peu partout en Europe. Et beaucoup d'acteurs professionnels que j'ai rencontrés regrettent le fait justement le fait de vendre votre projet, votre foncier, vous ne vous imposez pas suffisamment d'exigences environnementales et finalement, la maîtrise d'ouvrage ne maîtrise plus le projet par la suite. Un des exemples pour illustrer justement à la différence que je voulais vous présenter, c'est une initiative finalement du système singapourien. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le système singapourien, mais c'est assez intéressant puisqu'aujourd'hui, l'État avait considéré que finalement, le fait d'avoir un appartement fait partie des valeurs fondamentales des Singapouriens. Du coup, l'État fournit par l'équivalence du Housing Development Board, qui est l'équivalent des offices HLM de France, fournit tous les appartements, enfin quasi tous les appartements. C'est-à-dire que 8 Singapouriens sur 10 vivent dans un logement social et 9 Singapouriens sur 10 sont propriétaires. Le système est assez similaire au BRS, je ne sais pas si vous connaissez, le bail réel solidaire, c'est-à-dire que c'est un bail amphithéotique et finalement le locataire est propriétaire uniquement de son logement et il y a une dissociation du foncier, du bâti et du logement. C'est-à-dire que le locataire est finalement le propriétaire de son logement mais non pas du bâti et ni du foncier. Si on regarde maintenant ce modèle-là d'un point de vue de la rénovation et finalement leur objectif, j'ai rencontré quelqu'un du Green Building Council à Singapour et ils exprimaient dans leur Green Building Master Plan 49% des surfaces planchées aujourd'hui
sont dits verts. Donc c'est-à-dire qu'ils ont un objectif de 80% en 2030, mais ils n'ont aucun problème, ils sont assez sereins sur le fait d'y arriver, puisque aujourd'hui, les offices HLM, les offices de l'habitat, le Housing Development Board, est propriétaire du bâti. Donc si on voit ce modèle-là et qu'on l'adapte finalement au modèle européen ou modèle français, c'est un peu le modèle qui a été développé dans les années 60 du Community Land Trust, qui a été développé un peu partout en Europe, qui est en France connu sous le nom de bail réel solidaire. En France, si on regarde le sujet des bails réels solidaires, il y a eu 328 opérations livrées en 2021. Or, seuls 3% de ces 321 projets sont livrés sur des sujets de réhabilitation. Aujourd'hui, si on réoriente un outil qui existe, le BRS, et qu'on cible finalement des copropriétés dégradées, ça pourrait être un très bon levier pour décarboner et rénover notre parc immobilier. Autre sujet pointé du doigt à l'échelle des projets, c'est finalement la bureaucratie. On l'a dit aujourd'hui, il faut que ça soit plus simple. On a la technologie, on investit massivement dans l'efficacité énergétique, investissons aussi massivement dans la digitalisation de nos process administratifs. Et du coup, pour illustrer mon propos, je me suis amusée. Je suis partie d'une étude de la Banque mondiale qui compare finalement le temps d'octroi d'un permis de construire. Si on regarde le positionnement de la France, aujourd'hui, on a 9 procédures et le temps moyen est 213 jours, sachant que la moyenne de l'OCDE, c'est 152 jours. Si on prend un peu de recul, alors, on regarde en Europe, les Danois font beaucoup mieux, 65 jours. Mais si on reprend maintenant et qu'on regarde ce qui se passe en dehors de l'Europe, en Asie par exemple, et plus particulièrement en Corée du Sud, coréen, 27 jours. 27 jours pour délivrer un permis de construire. Si on regarde justement le système coréen, aujourd'hui, alors la Corée, elle est très intéressante à plusieurs égards. Déjà, sur le sujet du foncier, je vous remets dans le contexte, 50 millions d'habitants sur une superficie qui est 1/5 de la taille de la France. Donc le sujet du foncier a été traité très en amont, juste après-guerre, et ils ont finalement mis en place leur Korean Land Information System, leur pilotage, leur foncier, dans les années 70. Et en fait, aujourd'hui, tout est digitalisé. 80% des décisions sont directement faites à partir des SIG, et aujourd'hui, ils arrivent à délivrer des permis de construire en moins de 10 jours. Si on regarde maintenant à l'échelle du bâtiment, troisième scope d'analyse, on l'a dit, national, à l'échelle des territoires et à l'échelle du bâtiment. À l'échelle du bâtiment, des exemples intéressants à partager, le modèle de Landgader, cabinet d'architecture que j'ai rencontré au Danemark, qui est aussi intervenu dans le cadre de la conférence internationale de l'école des ponts, et qui nous présentait finalement son modèle de réemploi. On le voit bien aujourd'hui, le réemploi des briques est assez compliqué, peut être assez compliqué justement avec le ciment, et on a du mal à dissocier. Ce qui fait, encore une fois, on consomme énormément de ressources. Le temps pour effectivement mettre au propre la brique est compliqué. Du coup, ils ont invité un système. Alors, c'est des Danois, ils sont inspirés des Lego. Et ils sont inspirés du modèle des Lego, de dire aujourd'hui, au lieu de dissocier brique par brique, faisons des blocs et construisons par bloc leur modèle. Et donc on voit qu'ils ont réussi à énormément récupérer finalement en développant un nouvel système de briques. Autre point, je vous emmène cette fois-ci en Afrique. Quand vous voyagez en Afrique en bus, beaucoup, en car, vous voyez au bord des routes énormément ces petits tas de briques qui sont un peu partout dans les pays. On voit que finalement, pour une grande partie des Africains, l'autoconstruction, on le sait aujourd'hui, c'est un des principaux modes de constructif en Afrique. Et finalement, vous le voyez, vous avez des systèmes constructifs qui sont comme ça. Alors, ce qui pose problème, c'est qu'effectivement, ça consomme énormément de bois, effectivement, pour cuire notamment les briques. Mais on le voit qu'il y a des nouveaux modèles hybrides qui se développent en Afrique et qui finalement sont des modèles à cheval. Alors, je ne vais pas tous les présenter malheureusement parce que sinon, on sera encore là longtemps, mais on voit qu'ils développent la terre comprimée, mais sur des modèles hybrides. C'est-à-dire que Élémentaire, par exemple au Sénégal, à la base fait des briques, mais va sur le chantier et met en œuvre ces briques pour garantir la performance de la mise en œuvre du chantier. Un autre modèle, pareil, sur les blocs en terre comprimée, cette fois-ci en Ouganda,
le HAWT Trust, lui, c'est un autre modèle, c'est-à-dire que c'est des étudiants, c'est une école formation, et en fait, c'est les écoles formation qui construisent, qui finalement forment, et après donnent des compétences en développant finalement aussi des nouvelles formes d'habitat, mais aussi des nouvelles écoles. Donc on voit qu'ils développent des modèles hybrides. Pour aller plus vite, LocalWorks, c'est un architecte qui, lui, avait aussi des problèmes pour trouver de la main-d'œuvre qualifiée, avec des compétences dédiées. Et donc, du coup, c'est un architecte qui a décidé de lancer sa propre entreprise de construction pour justement mettre en œuvre les projets qu'il concevait. Autre modèle intéressant, j'en permets pour faire la promo, puisque c'est une amie qui est partie en expédition la même année que moi, dans l'expédition Plastic Odyssée. Et on voit bien que finalement, leur modèle, finalement, de développer des micro-usines de recyclage, là, c'est à base de plastique basé dans les océans, mais finalement, un modèle hybride qui permettrait d'accélérer la transition en mettant à disposition le plus près possible des gens qui font des modèles hybrides de production. Après, on l'a dit, on peut construire autrement, mais on peut aussi consommer autrement. Un modèle inspirant que j'ai trouvé, c'est le modèle au Japon. Aujourd'hui, si vous regardez le bâtiment au Japon, il y a très peu de bâtiments, il y en a quand même encore, hein, mais qui sont isolés. Donc il y a très peu d'isolation des bâtiments. Or, si vous regardez la consommation en termes de chauffage, le Japon, par rapport à la France, il consomme 5 fois moins que nous. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans la même logique. Aujourd'hui, nous, on chauffe tout central. Au Japon, il y a une logique de... On ne chauffe pas les pièces, on chauffe la personne. C'est-à-dire qu'au lieu de chauffer toute une pièce, si la personne n'est pas là, on ne chauffe pas. Donc, ils ont développé leur système de table chauffante. Ils ont beaucoup de radiateurs d'appoint. Mais finalement, c'est une autre manière de voir les choses. Est-ce qu'on a réellement besoin de chauffer tout notre appartement alors qu'on n'utilise qu'uniquement la pièce principale? Voilà. Comment on développe finalement ces nouveaux imaginaires pour embarquer, pour aller plus loin? On arrive à la fin. Alors, on l'a vu, j'ai présenté beaucoup de solutions à différents niveaux, mais on l'a vu aussi, toutes ces solutions, toutes ces choses à faire, on l'a dit à la table précédente, ne peut pas se faire sans un réel plan de transformation de compétences, de montée en compétences de la filière et sans recruter massivement des ouvriers et des artisans. Pourquoi? Aujourd'hui, on l'a vu, on a un empilage d'ambition qui est proche de l'effondrement. On doit massifier et transformer le secteur en même temps. Et j'en profite pour faire la pub du livre de mon directeur de master, il est dans la salle, je suis un peu obligée, qui présente, et il le dit bien, il nous reste 26 ans pour atteindre l'objectif de neutralité carbone. Aujourd'hui, on doit faire un gros effort sur la formation pour acquérir ces nouvelles compétences et mettre le secteur en marche comme il se doit. Je finirai par rappeler qu'aujourd'hui, on l'a vu dans la présentation, hein, les bâtiments sont construits et imaginés par les ingénieurs et les architectes, mais ils sont définis par les codes de construction, par les appels d'offres et par les modèles de financement. Aujourd'hui, le sujet, il n'est plus technique, il n'est pas technologique, il est davantage culturel. Merci à vous. Merci Stéphanie pour cette présentation. On peut encore vous applaudir et merci d'avoir respecté le timing. C'est exceptionnel. Merci beaucoup. Peut-être une question ou deux? J'ai le temps. Vous vouliez le micro? Merci, bonjour. Merci pour cette présentation très exhaustive. Moi, je suis architecte et ma question, ça porte sur les délais de permis de construire. Comme tout le monde, en Ile-de-France, je rêverais que mes permis soient instruits en 10 jours et qu'on aille très vite. Quels sont, d'après vous, les leviers pour réduire ce délai? Parce que quand on doit passer par la ville, par les ABF, les architectes des bâtiments de France, nous, on n'a pas la clé en main pour réduire ce délai et faire des projets de rénovation très rapidement, quoi. Je suis d'accord, hein. Je crois qu'on est tous là, on rêverait bien d'avoir 10 jours pour le permis de construire. Le sujet, c'est ce qu'on l'a dit, c'est un choc de simplification de démarches administratives. Aujourd'hui, l'innovation doit aussi servir à ça, à simplifier ce qui est les process actuels. L'idée, là, c'est effectivement, on le voit bien, d'une ville à l'autre, c'est pas les mêmes procédures, c'est pas forcément la même plateforme, c'est pas forcément, quelquefois c'est papier, quelquefois c'est sur clé, quelquefois il faut l'envoyer, quelquefois il faut envoyer. Les démarches, elles ont différentes formes.
simplifions ça, ça sera plus simple, on gagnera beaucoup plus de temps, mais ça doit devenir des autorités publiques, effectivement, ça ne peut pas venir du secteur privé. Oui. Mais l'innovation doit être développée par le secteur privé. Et les solutions, encore une fois, elles existent, elles sont là. Bonjour, une petite question supplémentaire. Je voulais, si vous voulez bien, revenir sur le cas de Singapour. Je voulais comprendre un petit peu mieux, quand vous parliez de surface de plancher vert ou dit vert, qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que se servent de cet outil d'avoir divisé les murs de... En fait, c'est leur modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, c'est le modèle qui est développé. Alors, même s'il y a beaucoup de... Ça commence à s'accélérer, le logement privé, entre guillemets, développé par le privé, commence à s'intensifier. Pour autant, 9 Singapouriens sur 10 vivent dans les offices HLM, sur le modèle du BRS, c'est-à-dire une dissociation du foncier à l'habitat. Aujourd'hui, ce qu'ils appellent vert dans leur master plan, c'est effectivement que ça répond à leurs normes, leurs certifications, puisque les logements sont obligés d'être certifiés. Il y a une norme de base et en fait, ils répondent aux exigences minimum de la norme de base. Donc c'est en fonction du label qu'ils ont développé, ils doivent respecter et ça veut dire que ces 49% de la surface plancher a d'ores et déjà récupéré et aux normes imposé par l'État. Donc on peut en reparler volontiers. Allez, une toute dernière question. Question courte et réponse courte, s'il vous plaît. Réponse courte. Merci. Bonjour. Bonjour. D'abord, je vous remercie pour cette présentation et notamment les analyses comparatives. Plus près du micro, Je voudrais revenir sur la conclusion, oui. Donc le changement culturel. Tout à fait. Et l'exemple du Japon, où effectivement, si on chauffe les personnes et pas les pièces, c'est un changement culturel important. Tout à fait. Mais pour autant, est-ce qu'au Japon, c'est mieux isolé qu'en Europe? Parce que sinon, effectivement, on peut avoir une dégradation des murs assez rapide si c'est pas chauffé. Enfin, ça dépend de l'hygrométrie, du climat, bien sûr, mais c'est quand même une problématique sérieuse. Donc, oui. Quelle est la clé? La clé, c'est une meilleure isolation? Les deux. L'idée, ce serait de faire les deux. Le sujet, effectivement, c'est... alors, le Japon a mis en place une réglementation thermique assez tard. Finalement, c'est beaucoup régulé par les acteurs du marché et c'est beaucoup régulé et poussé par les acteurs industriels, même si il y a une réglementation thermique aujourd'hui, mais c'est vrai qu'une grosse partie du parc n'est pas encore totalement isolée. Néanmoins, on le voit que ça agit sur le comportement et on voit bien que le sujet de la sobriété, aujourd'hui, le comportement, alors c'est peut-être parce que c'est un pays insulaire et qu'ils sont naturellement plus sobres que nous, mais on le voit bien en termes de consommation par logement, finalement, ils arrivent à être moindres que nous et moindres que les Européens, de par un comportement plus sobre. Donc on le voit que, pour moi, c'est les deux. Ça doit être l'isolation, la rénovation, mais aussi essayer de faire plus de sobriété et plus d'efforts. Et oui, tout à fait. Merci. Alors, effectivement, il y a un sujet aussi en Corée du Sud, la durée de vie, et au Japon, la durée de vie d'un bâtiment est de 26 ans. C'est vrai. Merci Stéphanie pour ces précisions et merci d'avoir été présent pour ce Bati Talk. Et si pour sauver notre planète, nous repensions nos entreprises, nos modèles d'affaires et de croissance, le mouvement est engagé. Pour en parler, je vous demande d'accueillir Fabrice Bonifay. Bonjour Fabrice Bonifay, vous êtes président du Collège des directeurs du développement durable, directeur développement durable et QSE du groupe Bouygues et auteur d'un livre intitulé « L'entreprise contributive ». Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quoi une entreprise contributive? Alors c'est une entreprise qui a conscience que toute activité humaine a des impacts, on le sait, mais qui intègre dans son modèle d'affaires les process opérationnels pour non seulement les réduire, mais aussi arriver à réparer toutes les bêtises que les générations d'entrepreneurs ont commis en prétendant créer de la valeur économique, mais sans se préoccuper de la destruction de la valeur écologique. Alors pendant très très longtemps, ça a très bien fonctionné parce que la planète était super résiliente et elle avait su réparer ou en tout cas cacher les dégâts qu'on commettait au travers des activités économiques, donc dans les pollutions dans l'air, sauf qu'aujourd'hui on arrive à un moment où on a atteint un certain nombre de limites
qui fait que la planète ne peut plus supporter qu'on émette trop de CO2, qu'on continue de saturer l'air de particules, et que si on ne change pas nos modèles de production, eh bien, on n'aura plus de conditions d'habitabilité sur cette planète qui permettra aux vivants humains et non humains de prospérer. Donc l'entreprise contributive a conscience de ça. Et le chef d'entreprise qui décide de mettre en place un modèle d'affaires contributif, déjà, se pose la question sur l'utilité sociale de son entreprise. C'est-à-dire, est-ce que ce que l'entreprise fabrique est vraiment utile? Donc l'objectif, c'est pas de rendre plus vert des trucs qui ne devraient plus exister, c'est déjà se dire, est-ce que fabriquer des distributeurs de croquettes pour chats connectés avec de l'IA, est-ce que c'est vraiment aujourd'hui la priorité absolue, quoi? Effectivement, donc, on peut s'interroger. On peut s'interroger. Hein. Il y a tout un tas de salons aujourd'hui qui proposent des trucs. On se dit, mais franchement, à quoi ça sert? Et une fois qu'on s'est posé la question sur la raison d'être de son entreprise et sur les produits et les solutions qu'elle propose, se pose la question de savoir comment le produire. Et c'est là qu'on en a déjà beaucoup parlé ce matin, c'est l'entreprise contributive passe forcément à un modèle d'affaires permacirculaire. Alors c'est alors quoi permacirculaire? C'est que dans la tête de beaucoup de gens, la solution c'est, oui, les données de sortie des uns vont devenir les données d'entrée des autres, et roule ma poule, on va atténuer la pression sur les ressources. Ben non, c'est pas vrai. L'économie circulaire, c'est pas une bonne solution. Enfin en tout cas dans sa définition actuelle, qui est de dire on continue de produire comme avant, mais comme on va recycler les déchets, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Alors vous avez des exemples, des noms à nous donner d'entreprises contributives? Ah bah oui, il faut lire le livre. Hein. On a 40, avec Céline, ma co-autrice, on a cité 43 exemples distincts d'entreprises françaises et mondiales qui utilisent ce modèle-là. Alors vous en connaissez certainement quelques-unes. Hein. Interface par exemple, hein. Les fameuses moquettes là, qui sont louées à leurs clients et qui ne sont plus vendus à leurs clients. Alors l'avantage c'est quoi? C'est que le client, il n'achète pas de la moquette, il achète l'usage de la moquette. Et alors c'est quoi l'intérêt? L'intérêt c'est que quand la dalle de moquette est usée, elle repart directement chez le producteur qui est toujours propriétaire de la dalle. Et c'est le producteur qui est le plus à même soit de la remettre en état, soit de la recycler. Mais surtout de la remettre en état sans avoir à la refabriquer. Parce que le grand problème de l'empreinte carbone et l'empreinte matière, c'est cette course infernale à la refabrication permanente du même objet. Donc dans l'économie contributive, et les exemples qu'on cite, je prends l'exemple d'une petite entreprise qui s'appelle Mobion. Alors Mobion, ils font des scooters électriques. Alors pareil, les scooters électriques, ils ne les vendent pas. Ils louent l'usage de leur scooter. Et bien sûr, pour que ce soit rentable pour eux, ils ont tout intérêt à ce que les scooters durent très très longtemps. Alors tout est surdimensionné sur le scooter, le système de frein, le système de la fourche, le cadre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que ça tombe en panne. Parce que chaque minute d'utilisation marginale du scooter, c'est plus d'argent pour eux, parce qu'ils vendent l'usage. Et ils ont trouvé la principale innovation dans ce modèle d'affaires, outre l'éco-conception du scooter, l'ultra-réparabilité du scooter, parce que tout se répare sur cette machine-là, c'est d'avoir pu demander à Bercy une petite dérogation pour un amortissement, non pas sur 4-5 ans comme les lois comptables l'imposent, mais sur 14 ans. Donc, du coup, quand vous amortissez ce genre d'objet sur une très longue période, ça vous permet d'avoir un prix de location uniquement de 45 €, ce qui est vraiment pas cher. Donc, non seulement c'est hyper rentable d'un point de vue économique, mais c'est hyper rentable d'un point de vue écologique. C'est ce qu'on appelle la pérennité programmée. Et ils ont un coût d'accession à l'usage du scooter qui est moins élevé que les scooters thermiques qui sont proposés sur le marché. Donc c'est là qu'on arrive à démontrer dans les entreprises contributives qu'on peut arriver à faire cette association entre bien pour le climat, bien pour la planète, mais aussi bien pour le portefeuille des gens. Cette démarche, tout le monde peut s'en saisir, aussi bien les grands groupes de BTP que les plus petites entreprises? Alors, vous voulez des exemples? Je vous en donne. Moi, je travaille dans une petite entreprise familiale qui s'appelle Bouygues. Donc, on n'est presque pas nombreux chez nous. Et donc, nous aussi, on essaye de développer ce modèle-là, notamment avec un modèle qui s'appelle le bâtiment hybride à économie positive. Alors, comment ça marche, ça? Ça marche que l'objectif, pendant des années, on a fabriqué des bâtiments et on remettait les clés à la maîtrise d'ouvrage, puis on disait bon courage, maintenant c'est à toi, tu vas assurer la maintenance, etc. Bon, on fait toujours ça, sauf que pour certains clients un peu plus conscients de ce qui est en train de se passer, on dit aux clients, écoutez, ce qu'on vous propose, c'est 2-3 petites choses. D'abord, est-ce que vous voulez vraiment être propriétaire de tous les équipements qui composent votre bâtiment? Au lieu d'avoir un ascenseur, tout le monde sait à quoi ça sert un ascenseur, on vous propose de vous proposer un service de mobilité verticale.
au lieu d'avoir des systèmes d'éclairage, on vous propose que vous achetiez de la lumière. Donc les équipements restent la propriété des équipementiers. Voilà, donc ils payent pas, le propriétaire du bâtiment ne paye pas les équipements, donc ça fait baisser son CAPEX, notablement. Par contre, ça fait augmenter son OPEX, bien sûr, parce qu'il y a un droit d'usage. Donc le droit d'usage, là, on va dire au propriétaire du bâtiment ou à son utilisateur, on va lui dire, mais là, ce qu'on nous propose, et on a développé une solution pour ça, c'est de faire transpirer l'asset, c'est-à-dire faire en sorte que quand l'utilisateur principal n'a pas l'usage de l'espace, du bâtiment, de certains espaces, on fait rentrer le dehors dedans pour que le bâtiment soit le plus utilisé possible. Donc si, par exemple, le parking il est vide la moitié du temps, au moment où il est vide, on va trouver des utilisateurs pour le remplir quand il est vide. Pareil pour les salles de réunion, pour le restaurant entreprise, pour le rooftop, pour tout ce que vous voulez. Donc en faisant transpirer l'asset, on a des recettes d'exploitation supplémentaires qu'on n'a pas dans un bâtiment classique mono-utilisateur, ce qui permet de financer le surcroît d'OPEX lié à l'usage des équipements qu'on a non pas vendus, mais loués aux propriétaires. Donc c'est un bâtiment ultra rentable, vu qu'on a plus d'OPEX, OPEX liés à des utilisateurs secondaires, tertiaires ou quaternaires, et on a des CAPEX qui sont moins, donc moins de frais financiers pour acheter le bâtiment. Donc c'est ultra durable. Et cerise sur le gâteau, on propose aussi aux clients, bien sûr, du réemploi. Donc il y avait Johanna qui était là il y a quelques minutes, là. Donc, Johanna Ferrière est la directrice générale d'une filiale que Bouygues vient de créer qui s'appelle Cinéo. Et là, on propose aux clients, bien sûr, non seulement de faire de l'intensité d'usage par rapport à des équipements neufs, mais aussi de faire de l'intensité d'usage par rapport à des équipements réemployés. Alors là, c'est cerise sur le gâteau, parce que là, on est sur une empreinte carbone zéro, vu que la réglementation, sur tout ce qui est réemployé, compte le carbone pour zéro. Et là, on a créé donc cette filiale Cinéo, où on fait du sourcing en permanence sur les BHU, les bâtiments hors d'usage qu'on source partout en région parisienne pour l'instant, mais on va le faire à Lille, on va le faire dans 10 villes différentes dans quelques temps, pour récupérer donc des équipements qu'on dépose proprement, bien sûr, qu'on remet en état, qu'on renumérise, qu'on repaletise et qu'on relivre sur les chantiers pour éviter d'avoir à fabriquer ces équipements-là. Donc c'est le mix entre l'intensité d'usage d'équipements neufs et de réemploi d'équipements qu'on peut réutiliser, qui fait qu'on arrive à baisser l'empreinte carbone d'un bâtiment au-delà de ce que la SNBC aujourd'hui nous impose, bien au-delà d'ailleurs. Donc on peut avoir des bâtiments avec ce type d'approche déjà RE 2031 en 2024, ce qui pour le client lui apporte une green value supplémentaire, parce que des bâtiments RE 2031 et même au-delà en 2024, ça a une valeur énorme pour le propriétaire de l'actif. Donc, il y a d'autres solutions, bien entendu, mais je ne sais pas si on a le temps d'en parler. Alors, en tout cas, j'en viens à ma question suivante. Comment est-ce qu'on peut inciter les entreprises du secteur à devenir contributives et quel intérêt très concret pour elles ? Le concret, c'est de survivre, c'est la pérennité de l'entreprise. L'objectif, c'est vraiment de durer. L'argent n'est qu'un moyen de la durée. Et l'intérêt, c'est de pouvoir tenir les objectifs de régulation, ne serait-ce que ça, parce que sinon on n'y arrivera pas avec les bricoles qu'on propose aujourd'hui, c'est du bullshit total, il faut vraiment arriver à faire ça. L'intérêt, c'est aussi une question de dignité vis-à-vis des générations futures, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle de transition et personne ne le fait, en réalité, c'est des bricoles qui s'opèrent, les gens achètent des voitures électriques, ils achètent un forfait vert d'énergie, puis après ils ne savent plus quoi faire. Alors que là, on est sur des choses hyper concrètes, mais on voit bien que la disruption ne vient pas de l'innovation technologique, ça ne vient pas de l'IA, ça ne vient pas des voitures volantes ou des avions qui battent des ailes, ça ne vient pas de ça, ça vient d'innovation organisationnelle, d'innovation dans le modèle d'affaires. La grande avancée de l'entreprise contributive, ce n'est pas la technologie, c'est de faire de shifter le modèle d'affaires. C'est pour ça qu'on s'est inspiré pour arriver à mettre en place ce modèle. Des entreprises qui sont les plus innovantes en matière de modèle économique et pas d'innovation technologique. On aura besoin de la technologie, bien sûr, mais c'est anecdotique par rapport à ce que va nous faire gagner la disruption du modèle d'affaires. Comment est-ce qu'on arrive à concilier ces objectifs sociaux, environnementaux avec la réalité économique des entreprises ? Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Tout ça, ça coûte moins cher. Et alors, je n'irai pas jusqu'à dire que ça rapporte plus. Parce que dans l'état où on est aujourd'hui, la planète, si le seul objectif c'est de gagner toujours plus d'argent, c'est vraiment qu'on est très très con, quoi. L'objectif c'est de survivre. Voilà. Et si on veut survivre, il faut vraiment déconsommer l'inutile, déconsommer l'accessoire, ralentir l'économie du non essentiel pour préserver l'essentiel.
Donc oui, il faut toujours gagner un peu d'argent parce qu'il y a des salaires à payer, mais le driver numéro 1 de l'entreprise contributive, c'est la pérennité programmée. Donc je ne pense pas qu'on va gagner plus d'argent avec les modèles d'affaires contributifs qu'on en gagnait à l'époque de l'économie linéaire, où on extrayait, on fabriquait, on utilisait et on jetait. Il faut quand même être un peu con pour continuer dans ce modèle-là, alors qu'on est quand même à 5 ans de la fin du monde, là. Donc il faut être un peu réfléchir, un peu faire preuve de discernement. Et cette économie mondiale où on fait 96 000 milliards de PIB pour 100 milliards de tonnes de matières premières et on n'en récupère que 7,2% à l'arrivée et que tout le reste c'est jeté, donc on est des homo detritus en fait. Ben, ce modèle-là, je suis désolé, mais c'est facile de faire de l'argent en gaspillant les ressources. C'est beaucoup plus compliqué de faire de l'argent en les économisant et en les préservant. Eh bien, l'économie contributive, c'est les entreprises qui préservent les ressources, qui les protègent, parce qu'il faut sanctuariser le vivant, parce que si tu suces ta carte bleue tout à l'heure pour manger, ça ne va pas te donner de calories. On mange que du vivant, et donc il faut préserver le vivant. Embarquer tout le secteur, toutes les parties prenantes dans cette démarche contributive, j'imagine que c'est aussi votre ambition avec le Collège des directeurs développement durable. Ben, c'est la mission, c'est la raison d'être du collège. Hein. On a 400 membres aujourd'hui, 400 grandes entreprises qui sont tous sur des modèles d'affaires prédateurs, écocides aujourd'hui, et qui ont que quelques années pour shifter vers des modèles d'affaires contributifs et régénératifs. Ils n'ont pas le choix, de toute façon, s'ils ne le font pas, ils vont disparaître de toute manière, c'est écrit d'avance. Parce qu'il y a des limites planétaires, hein, voilà, la planète est ronde a priori, même s'il y a encore quelques cons qui pensent qu'elle est plate, mais elle est ronde a priori. Donc maintenant, on est dans une course contre la montre pour arriver à faire cette bascule. On a une méthode, on a développé une méthode, dans le livre on l'explique. On a développé un MOOC également, qui est le MOOC le plus utilisé par les étudiants en France, qui a été suivi par 350 000 personnes en 2023, donc c'est quand même pas rien, qui est disponible gratuitement sur le site du C3D. Et on va continuer, bien sûr, de faire de la pédagogie autour de ce modèle-là, parce que le problème, c'est que c'est très difficile d'expliquer le goût des fraises. Moi, si je t'explique le goût des fraises, je ne vais pas y arriver. Pour arriver à faire du contributif et du régénératif, il faut faire un POC, il faut faire une expérimentation. Et c'est en expérimentant qu'on comprend comment ça fonctionne. Et parce que théoriquement, on voit à peu près, mais on ne peut comprendre que si on fait. Hein, dans la vie, je dis souvent, c'est pas ce que l'on sait qui compte, c'est ce que l'on fait avec ce que l'on sait. Alors Fabrice, vous êtes passionné, on le voit, on l'entend. Il nous reste 2 minutes. Si vous deviez faire passer un message à ceux qui nous écoutent et nous regardent, pour les embarquer, même si vous avez déjà développé beaucoup d'arguments. Ouais, enfin bon, je n'ai pas tout dit, mais le meilleur levier pour progresser, c'est de se former, parce que l'ignorance, ça ne marche pas très bien quand même. Donc il y a aujourd'hui quand même pas mal de littérature sur ces sujets. Il faut commencer par se former. Une fois qu'on s'est formé, c'est expérimenter. Donc voilà, commencer par se former rapidement, lire le livre, ne serait-ce que ça se lit là, hein, il y a 272 pages, c'est passionnant, il y a plein d'histoires drôles, puis surtout il y a des cas d'usage, et c'est pas des startups, hein, c'est pas la startup nation de notre ami là, où c'est des cas très concrets. Non, c'est des vraies entreprises, hein, c'est des entreprises qui vivent vraiment de leur business, qui sont pas biberonnées par des levées de fonds, et donc à partir du moment où on a des témoignages d'entreprises avec des vrais entrepreneurs, hommes et femmes, qui ont mis en place des modèles qui sont véritablement durables, eh bien ça donne envie, ça inspire à toutes les autres entreprises de s'y mettre. Donc c'est possible, just do it, allez-y. Voilà. Merci Fabrice pour tous ces messages. On peut vous applaudir. Aider les entreprises à se transformer, rendre universelle l'entreprise régénérative, c'est l'ambition d'AXA Climate. Son PDG est avec nous pour partager ses convictions. Pour lui, la collaboration à l'échelle très locale est une clé essentielle du succès. Voici Antoine Denoy. Antoine, c'est à vous. Merci. C'est toujours un plaisir de passer après Fabrice. Donc je m'appelle Antoine, moi j'ai la chance d'avoir lancé un étrange animal chez AXA, en marge de l'empire AXA, qui s'appelle AXA Climate. Et nous, depuis, on est maintenant 250, donc on a bien grandi, on est un bon tiers de scientifiques, climat et agronomie. Et on a une mission depuis 5 ans, de manière assez obsessionnelle, c'est l'adaptation. Et donc c'est l'adaptation dont je vais vous parler, avec évidemment une posture d'humilité très basse de ma part, puisqu'il y a encore 5 ans, quand on s'est lancé, moi personnellement, j'y connaissais rien au climat, tout ce dont a parlé Fabrice, c'était évidemment très nouveau pour moi. Et donc ce qu'on a fait pour progresser, et en progressant, progresser avec nos clients, c'est d'apprendre. Et donc je vais vous témoigner un peu de cet apprentissage sur la notion d'adaptation. Alors quand je dis que je suis assureur, je prends le risque des tomates, en plus on approche du déjeuner, parce qu'évidemment que sur l'adaptation, l'assureur doit changer. Notre modèle, j'aime bien dire qu'il est cassé, le modèle de l'assurance. Il est cassé parce qu'on est devenu des statisticiens et on a perdu l'intelligence métier des secteurs dont on accompagne la transition.
On n'a pas assez de compréhension agricole, compréhension du bâtiment, ainsi de suite. Et puis, comme tous les autres acteurs, on est fragmenté. C'est-à-dire qu'un assureur, il souscrit d'un côté un panneau solaire, d'un autre côté un rendement agricole, mais il ne tire pas le fil de tout ce pourquoi il souscrit, de tout ce à quoi il dit « j'assure » ou « j'assure pas ». Et donc ce dont j'aimerais bien vous parler, là, on a 5 bonnes minutes ensemble, c'est comment on doit pouvoir réinventer ce métier d'assurance pour être honoré finalement ce que j'ai mis sur le slide, qui est de dire un assureur, c'est merveilleux quand on revient à son essence, c'est quelqu'un qui envoie un signal, un assureur, qui dit tu peux construire cette maison sur le trait de côte, sur le littoral, tu peux installer cette entreprise à cet endroit, parce que l'endroit est adapté, parce que tu es adapté. Et donc comment, en tant qu'assureur, on retrouve cette force, cette valeur à dire finalement ce qui est viable et ce qui n'est pas viable, c'est l'enjeu collectif. Alors, je pense que vous connaissez le sujet, c'est le retrait gonflement d'argile. C'est un peu le marronnier aussi. Malheureusement, il y a 12 millions de Français qui sont soumis à des fissures de leurs bâtiments liées à des, vous connaissez bien le sujet, mais des successions rapides de sécheresse et de précipitations. Et le premier message que j'ai pour vous, quel que soit votre métier, là où vous travaillez, c'est qu'il faut connaître absolument le climat localement en 2030-2050. Moi, j'ai été éduqué à Alain Gillot-Pétré, qui faisait après le JT de TF1 la météo du jour. On connaît tous la météo du jour, on sait tous qu'il fait un ciel bleu quand on sort du bâtiment. On doit maintenant, en 2024, connaître avec précision à quelle sauce on va être mangé sur nos territoires en termes de climat, de biodiversité et de risques. Pourquoi ? Parce que c'est très local. J'ai beaucoup bossé sur ce sujet. En fait, in fine, en fonction de la zone pédoclimatique, en fonction d'un village, on va être soumis à du retrait gonflement d'argile et pas à côté. Parce que ça dépend de l'hydrologie, de la géologie, de l'histoire du territoire qu'est le nôtre. Et donc, si on manque le coche de cette précision très locale quant au climat à 2030, eh bien, on va faire des bêtises en termes d'adaptation. Et en termes de prévention, c'est pareil. J'ai passé des heures et des heures avec des préventeurs qui aident les gens à éviter ces sujets. Dans un village, dans une ville, on va demander de couper les arbres pour éviter la moisissure et éviter ces fissures. Et dans le village, dans la ville d'à côté, ce sera la recommandation de prévention inverse parce que le contexte est différent. Et donc la première question, parce que j'ai plus des questions que des réponses pour vous aujourd'hui, c'est dans votre métier, posez-vous toujours cette question. Et quand vous voyez en face de vous un acteur économique, que ce soit un promoteur, un constructeur, veillez à ce qu'il sache finalement s'il est en littoral, à quel niveau la mer va monter. S'il est en montagne, quel est le risque d'éboulement. S'il se retrouve dans le bassin méditerranéen, Pyrénées-Orientales, Aude et Hérault, à quelle sauce on va être mangé en termes de manque d'eau et de sécheresse. C'est fondamental. Comme le disait Fabrice, il n'y a pas d'adaptation réussie s'il n'y a pas une connaissance fine du climat dans nos territoires, à l'étranger en France, en 2030 et en 2050. Le second point hyper important en termes d'adaptation, qui me fait frissonner chaque matin, c'est quand j'ai des dirigeants qui me disent « on a trouvé la solution pour décarboner ». Alors ça me fait frémir parce que je sais assurément qu'ils vont faire de grosses bêtises pour d'autres sujets. Ils vont faire ce qu'on appelle déplacer un problème. Le cas le plus classique en termes d'adaptation, de maladaptation, c'est la climatisation. Le nombre de personnes, notamment dans le secteur que j'ai rencontré, qui m'ont dit « t'inquiète pas Antoine, les températures montent, mais j'ai un bon système de clim », il y en a énormément. C'est encore un peu la doxa. Pourquoi c'est un problème ? Évidemment que ça vous apporte un peu de fraîcheur, la clim. Mais la clim, c'est simplement repousser l'air chaud chez le voisin, pas sympa. Et c'est surtout, ça demande de l'énergie. Et l'énergie, ça demande du fossile. Et l'énergie fossile, c'est ce qui aggrave le problème de la température. C'est un cas vraiment très classique de maladaptation, caricatural, mais il y en a partout. Que ce soit en termes d'énergie renouvelable, en termes de foncier, en fait, on passe notre temps à déplacer les problèmes. Et donc le drame, ce serait d'arriver à décarboner notre économie, de faire du bon boulot, mais d'avoir des problèmes d'eau, des problèmes de biodiversité, des problèmes d'azote, des problèmes sociaux, et ainsi de suite, parce qu'en fait, on n'aura pas une vision systémique des sujets. Et la seule façon d'avoir une vision systémique des sujets, j'y reviens, c'est mon obsession, c'est qu'il faut être local. On ne peut pas planifier de l'adaptation. Sur chacun des différents projets, notamment en termes de construction, il faut comprendre qu'est-ce qui se joue aux alentours et comment on peut avoir une démarche collective. J'aime bien cet exemple parce qu'il est à Dunkerque, c'est un exemple de sidérurgie, c'est Arcelor. Arcelor chauffe maintenant avec sa chaleur fatale les particuliers du coin. Et l'eau retraitée des particuliers va demain pouvoir servir d'eau industrielle à Arcelor. C'est un bon exemple hyper important de démarche collective sur l'adaptation. L'adaptation, nous, on passe notre vie à montrer des cartes à 2030 à des grandes boîtes comme Bouygues et comme mon camarade d'avant. Le problème, c'est qu'ils les gardent dans les tiroirs. Et ils ne les partagent pas aux maires, aux habitants, aux associations du coin. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore cette idée ancrée dans nos entreprises qu'on va réussir son adaptation soi-même. Mais ça n'a aucun sens. Quand on est la Poste et qu'on doit protéger ses postiers, ça ne sert à rien de bétonner et de faire des protections d'inondation sur les bâtiments de la Poste. En fait, on est dépendant des réseaux, on est dépendant des routes, on est dépendant de nos voisins.
Et donc l'adaptation induit de la coopération, beaucoup plus que sur d'autres transformations. Moi, je suis un petit gars du digital et de la data. À l'époque, on disait oui, le digital, c'est génial, les boîtes vont bosser ensemble. Il s'est passé nada. Pourquoi? Parce que l'enjeu n'était pas assez fort. Notre hypothèse de travail, c'est que l'enjeu d'adaptation sur les territoires, il est assez fort pour enfin amener les acteurs à travailler ensemble et à trouver des solutions ensemble. Et donc l'autre question que j'ai pour vous, c'est quand vous réfléchissez à l'adaptation, quand vous voyez quelqu'un qui est satisfait de lui-même, qui se dit oui c'est bien, j'ai trouvé une solution à un problème, quel qu'il soit, rénovation thermique, résilience, protection, inondation, essayez de lui demander s'il n'a pas déplacé le problème ou de vous demander vous-même si vous n'avez pas déplacé le problème. Parce que même quand on connaît tous ces sujets, je veux bien en témoigner, on passe notre vie à déplacer des problèmes, même quand on est complètement averti du sujet écologique. Et puis le dernier point, et là, c'est un bon exemple. Je prends des exemples concrets. Dunkerque, donc la digue des Alliés, vous savez, malheureusement fameuse pour l'évacuation, l'opération Dynamo en 1940 avec les Alliés, a été détruite en 1954 par une submersion marine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis du sable au-dessus pour se protéger contre le retrait de côte et contre la hausse du niveau de la mer. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils n'ont pas artificialisé l'ensemble de la côte pour mettre de la technologie et se dire on se protège. En fait, ils ont eu le souci de garder des dunes naturelles sur tout le reste de la côte, de manière à pouvoir pas uniquement faire usage de pompes électriques qui consomment de l'énergie et qui, d'une certaine manière, vont détruire à terme le paysage et la biodiversité, mais de composer avec la nature, en hybridation. Et de se dire qu'en fait, il faut des dunes artificielles, naturelles aussi, pour gagner en résilience sur nos territoires. Le dernier point, le plus important, j'espère être pas trop conceptuel, mais c'est assez concret, je vais vous en donner un exemple. C'est personne en France, personne dans nos entreprises, je vous prends le pari de me contacter après si vous avez des exemples parce que j'en cherche, ne modélise de la résilience. Tout le monde en parle, mais personne ne le fait. Pourquoi? Parce que nos modèles économiques, et Fabrice en a parlé, sont tournés autour de l'optimisation. Je vous prends un exemple hyper concret et désolé, un peu caricatural. Vous êtes un patron industriel, vous avez une usine dans le sud-est, on cherche à vous convaincre d'investir du CAPEX pour développer un circuit fermé d'eau, de manière à retraiter et éviter de rejeter l'eau dans l'environnement. Vous n'avez aucun intérêt économique à le faire quand vous êtes directeur financier ou patron industriel. Parce que le prix de l'eau, c'est quelques centimes par mètre cube. Et donc le raisonnement classique qu'on a tous dans nos boîtes qui est de dire « Ah bah j'ai besoin d'investir, donc il faut que je fasse le lot d'hypothèses, mon petit BP qui va bien pour me dire j'investis » ne marche plus. Pourquoi? Parce que l'enjeu d'adaptation nous place devant un enjeu de résilience long terme. Et donc, ce qu'on essaye de faire en tant qu'assureur, c'est une partie de la valeur qu'on veut amener, c'est de dire qu'il faut qu'on apprenne à résilier du risque, à modéliser du risque. Ça veut dire quoi? Si on reprend l'exemple, ça veut dire, OK, mon coco, tu n'as pas envie d'investir sur un circuit fermé d'eau. Par contre, je vais te modéliser le nombre d'arrêtés préfectoraux qui t'attend en termes de sécheresse dans cette région de France pour les 30 prochaines années. Et au bout du 5e, tu vas comprendre qu'en termes d'interruption de ta production industrielle, c'est des millions qui sont en jeu. Et donc, ce calcul tout bête, qui amène simplement à changer le questionnement, en fait, sur la décision et sur l'arbitrage, sur l'investissement, en fait, il est nulle part. Il est pas assez nombreux, ne sont pas assez nombreuses les personnes qui s'interrogent comme ça sur la résilience. Et donc, pourquoi l'enjeu d'adaptation est évidemment hyper important? Je terminerai dessus. Parce qu'il teste notre capacité à être sédentaire et pas nomade. Moi, j'accompagne beaucoup de grandes entreprises qui font de l'agroalimentaire, donc qui sont vraiment sur le vivant, la vigne, etc., qui sont dans le bâtiment. Et le vrai test de ces démarches, c'est à quel point, en tant qu'entreprise, tu as compris le lien entre le territoire sur lequel tu es implanté, sa viabilité et ta viabilité économique. Je terminerai par un exemple. J'ai eu un acteur du bâtiment que je ne citerai pas, et je viens le voir et je lui dis, écoute, moi, je m'intéresse sur les sujets d'assurabilité. Ça m'intéresse de voir où il y a des problèmes d'assurabilité pour essayer de creuser le sujet. Et il me dit, bah non, moi, j'ai pas de problème d'assurabilité parce que je fabrique des super matériaux. Bas carbone, qui cochent toutes les cases, je fais les meilleurs verres du monde, le meilleur béton du monde. Et je lui ai dit, mais ce n'est pas l'assurabilité de tes matériaux qui me concerne. On va parler de l'assurabilité de la maison. Donc déjà, premier changement de conscience. Lui, il produit des matériaux pour les bâtiments. Déjà, l'amener à prendre conscience que l'enjeu, ce n'est pas ces matériaux, c'est l'assurabilité de la maison qu'il va construire grâce à ces matériaux. On continue le raisonnement et puis après, je l'amène au dernier niveau, qui est le niveau ultime, en termes de prise de conscience, qui est de dire, mais en fait, ce qui compte, c'est l'assurabilité du territoire sur lequel vont être construits ces matériaux, vont être construits ces bâtiments. Parce qu'in fine, pourquoi on se lève le matin, entre guillemets, et pourquoi on construit des bâtiments, c'est bien pour faire en sorte d'avoir des habitants qui restent et qui vivent bien, de certaines manières, en dépassant les 2030 et les 2050. Et donc derrière la notion, je viens de l'assurance, donc moi j'ai commencé par le risque, parce qu'il fait peur, par le trait de côte, et je ne vous ai pas dit tout ce qui risque de nous faire peur, mais malheureusement, en France, on va être, et on est déjà soumis à ce dérèglement climatique. L'important, c'est en partant de la contrainte,
d'utiliser l'adaptation comme une façon de travailler ensemble à l'adaptabilité et finalement à la viabilité des territoires qui sont les nôtres et auxquels on est lié d'une certaine manière, qui qu'on soit, en France et à l'étranger. Merci beaucoup et très heureux de prendre des questions si vous en avez après. Merci Antoine, on a effectivement 2 minutes, donc si vous avez une question à poser à notre invité, n'hésitez pas. Non ? Merci beaucoup Antoine pour ce partage et cette vision. Je vous donne rendez-vous cet après-midi à 14 h ici même pour notre Rénotalk planifié du silo à l'îlot, la rénovation au cœur des territoires. Et puis demain, on abordera la question de la nature en ville et de la résilience des territoires. Merci beaucoup et à tout à l'heure.